Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Kol Aviv et vous êtes bien dans votre émission Israël le Mag et vous êtes calé sur le 100 FM, la fréquence juive de Toulouse. À la technique pour nous accompagner et diriger cette émission, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. En aquarium, dans son aquarium sans tuba et en apnée comme d'habitude, bien entendu. Et puis, mon ami Chaim Musican qui va animer l'émission avec moi. Chaim, bonjour. Bonjour Serge. Chaim, on vous entend pas. Vous ne Si, m'entendez on vous pas. entend. Voilà, on vous entend. Très bien. Chaim, bonjour. Peut-être nous rappeler un petit peu la situation aujourd'hui, à l'instant T, et puis nous présenter le programme. Bien entendu. Alors, je voudrais tout d'abord vous rappeler que non seulement on peut nous écouter sur le 101 FM ici à Toulouse, mais qu'on peut également nous écouter partout dans le monde sur www.colaviv.fr et surtout, Serge, qu'on peut nous voir. On peut nous voir puisque nous passons en direct sur YouTube, sur la chaîne radio Kol Aviv. Alors, le point. Nous sommes entrés dans le 6e mois de cette guerre. Nous sommes aujourd'hui au 177e jour. Vous le savez, le 7 octobre, il y a plus de 1200 Israéliens et citoyens également de l'étranger qui ont été tués, massacrés. Nous avons malheureusement perdu vendredi le sergent Alon Krudiachov, qui avait 21 ans et qui était de Modi'in et qui est le 254e soldat qui est mort pour Israël depuis le début de l'opération terrestre à Gaza. Et bien évidemment, il y a ces otages, ils sont 134. Alors vous le savez, le plus jeune, c'est Kfir Bibas, qui dans quelques jours aura 15 mois, et le plus âgé, c'est Shlomo Bansour, qui a 86 ans, qui lui-même était parti d'Irak pour échapper à un pogrom et qui est actuellement à Gaza. Et puis, il y a près de 15 000 blessés. Et puis, nous avons bien sûr une pensée pour tous les soldats qui sont mobilisés depuis le 7 octobre et qui défendent Israël. Alors, un sommaire extrêmement, je dirais, fort aujourd'hui. Dans quelques minutes, nous allons faire le point sur la situation avec Dror Even Sapir, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises ici à Israël le Mag. Je rappelle que Dror Even Sapir est analyste politique à i24 News. Et ensuite, nous recevrons Nathalie Bezerman, qui est la toute nouvelle vice-présidente du CRIF, puisqu'elle a été élue mercredi dernier. Et avec elle, nous parlerons de la situation ici en France, où les masques sont tombés et derrière l'antisionisme ou l'anti-israélisme, eh bien, on est de plus en plus dans de l'antisémitisme pur. Et enfin, nous ferons le point avec Yehuda Lankri, qui a été ambassadeur d'Israël en France et également ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Et avec lui, nous évoquerons ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas à l'ONU, au Conseil de sécurité, puis on fera le point sur les relations entre Washington et Jérusalem. Merci Chaim. Nous allons donc... Il est en train d'activer sa vidéo. Dror, vous êtes avec nous, on ne vous voit pas encore, on ne vous entend pas encore. Voilà, donc on va essayer... Voilà, Dror Even Sapir est là. Bonjour Dror. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je sais que c'est compliqué pour vous avec les émissions sur i24 News. Alors, nous allons de suite parler avec vous de la situation militaire à Gaza. On a vu qu'Israël revenait sur quelques poches de résistance, notamment à l'hôpital Shifa et à l'hôpital de Khan Younes. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pourquoi on empêche Israël d'aller attaquer, d'aller chercher les otages et les responsables du massacre du 7 octobre à Rafia. Quelle est la signification politique de cette non-volonté de laisser Israël terminer le travail? Écoutez, déjà, même si la communauté internationale avait approuvé cette éventuelle initiative,
cette éventuelle offensive de l'armée israélienne sur la ville de Rafah, donc à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, elle n'aurait pas été immédiate, cette offensive militaire, dans la mesure où le déploiement des forces militaires israéliennes dans la bande de Gaza, dans l'état actuel des choses, ne l'aurait pas permis. On le sait assez peu, notamment en dehors d'Israël, mais il y a beaucoup moins d'unités de l'armée israélienne déployées dans la bande de Gaza qu'il y a encore quelques semaines. À titre de comparaison, ça peut peut-être vous surprendre, mais il y a davantage de soldats israéliens à l'heure qu'il est déployé dans les territoires de Cisjordanie ou des Samaries que dans la bande de Gaza. Ça, c'est une chose. Pour qu'une offensive sur Rafah soit véritablement possible, il faudra à nouveau mobiliser des réservistes. Et c'est le cas d'ailleurs. Hein, de plus en plus des réservistes qui avaient été démobilisés il y a à peine un mois viennent de recevoir un nouvel ordre de mobilisation. Et il faudra aussi, bien évidemment, et ça, les responsables israéliens l'ont dit et répété, opérer dans un premier temps à l'évacuation des très nombreux civils palestiniens qui se trouvent dans Rafah et dans les environs de Rafah. Il y en a plus d'1 million. Les Israéliens ont élaboré plusieurs plans pouvant permettre éventuellement l'évacuation de ces populations civiles, mais les partenaires occidentaux d'Israël, les États-Unis, mais pas uniquement les États-Unis, la France également, d'autres alliés occidentaux et européens d'Israël considèrent ces plans d'évacuation des populations civiles avec beaucoup de scepticisme et beaucoup d'inquiétude. Et effectivement, ils considèrent que il s'oppose donc frontalement à une opération sur Rafah parce qu'il considère que il y a trop de civils et que cette opération se soldera par un nombre trop élevé de victimes civiles. Mais il faut également revenir, je crois, sur les raisons pour lesquelles les Israéliens, les dirigeants israéliens, civils, militaires, considèrent cette opération à Rafah, qui donc, encore une fois, n'est pas immédiate, comme étant nécessaire. D'une part, parce que, en effet, les quelques bataillons du Hamas qui sont encore effectifs et qui peuvent encore constituer une véritable embryon d'armée en quelque sorte sont à Rafah et dans les environs. Et d'autre part, et ça c'est un élément peut-être plus important encore, c'est par la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, donc les environs de Rafah, que transitent notamment par les tunnels, que transitent les armes et les équipements dont le Hamas a besoin pour renouveler son arsenal, son stock d'armes. Donc, tant qu'Israël ne contrôlera pas, pour un temps en tout cas, cette zone frontalière entre l'Égypte et la bande de Gaza, entre la bande de Gaza et l'Égypte, le Hamas pourra continuer de renouveler son stock d'armes, de missiles et d'équipements qui lui permet de tenir un siège d'une part et d'autre part de continuer à représenter une menace sécuritaire pour Israël. Alors, Dror, depuis quelques jours, Tsahal a réussi à éliminer un certain nombre de responsables du Hamas. On ne sait pas où se trouve à l'heure actuelle Yahya Sinwar. Alors, est-ce qu'on en a une idée? Et puis une question, c'est imaginons qu'on l'élimine. On se souvient que dans le passé, le chef historique du Hamas, c'était à l'époque Ahmed Yassine, avait été éliminé, ce qui n'a pas empêché qu'il y ait au fond une relève. Alors, est-ce que d'éliminer le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ça sert vraiment à éradiquer le Hamas? Probablement pas. D'ailleurs, le numéro 3 a été éliminé. Le numéro 3 de Hamas à Gaza, à Issa, Marwan Issa a été éliminé au cours d'une opération de l'armée israélienne il y a 2 semaines, un petit peu plus maintenant. Oui, bien évidemment, dès qu'un leader est éliminé, d'autres prennent la place. Mais si Yahya Sinwar est éliminé, bien évidemment, ce sera une victoire, peut-être cette image victorieuse dont Benjamin Netanyahu a le plus grand besoin pour un petit peu redorer son blason auprès de l'opinion publique israélienne. Et puis, véritablement, Yahya Sinwar, il est central. Il est central dans le processus de prise de décision de Hamas. Il est fort possible que s'il n'avait pas été en place, les négociations actuelles auraient pu peut-être progresser davantage.
sur des libérations d'otages et sur l'instauration d'une période de trêve, tout se passe comme si la direction en exil du Hamas, que l'on appelle le bureau politique dirigé par Ismaël Haniyeh, se plie au desiderata et au dictat de Yahya Sinwar qui lui est dans la bande de Gaza. Pourquoi? Parce que malheureusement, après les massacres du 7 octobre, Yahya Sinwar a gagné en popularité auprès de la rue palestinienne. C'est absolument terrible de constater ce genre d'état de fait, mais c'est une évidence qui est confirmée par plusieurs enquêtes. Donc, si Yahya Sinwar en venait à être éliminé, non seulement il y aura très probablement une désorganisation au sein des troupes du Hamas ou de ce qu'il en reste, un effet de démoralisation également, et peut-être une incitation à davantage de pragmatisme parmi la nouvelle direction qui pourrait être celle du Hamas dans la bande de Gaza. Mais tout cela est très hypothétique dans la mesure où Yahya Sinwar est probablement la personnalité du Hamas la plus, d'une part, difficile à trouver, on ne sait pas où il se trouve, où il se cache, d'autre part la plus difficile à atteindre, car c'est une certitude, Yahya Sinwar est entouré de boucliers humains qui sont les otages israéliens. Une partie des otages israéliens servent à Yahya Sinwar de boucliers humains. Sinwar sait parfaitement que tant qu'il est entouré de plusieurs dizaines d'otages, eh bien, les Israéliens auront bien du mal à attenter à sa vie. Alors, Dror Eben Sapir, on a entendu il y a quelques jours une idée de la part des Arabes de la région pour faire une force arabe pour gérer Gaza, mais aussi pour gérer la Cisjordanie. On a l'impression que on met la charrue avant les bœufs, dans la mesure où, comme vous venez de le dire, tant que la direction militaire des terroristes du Hamas est toujours là, on pourrait pas comprendre comment cette force arabe pourrait éventuellement être mise en place. On comprend pas très bien, ça veut dire quoi? C'est une application des pays arabes de la région dans le conflit pour justement aller vers un processus, le processus de deux États. Moi, je dis deux États, je trouve ça scandaleux de dire qu'il y a deux États puisque l'État d'Israël existe déjà. Alors, pour l'instant, cette idée d'une force d'interposition pan-arabe en quelque sorte, qui pourrait peut-être se déployer dans la bande de Gaza, elle aurait été avancée par le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Il y aurait eu des plans à l'étude qui envisageaient ou envisageraient effectivement le déploiement de forces arabes dans la bande de Gaza dans un premier temps, pour faciliter la distribution de l'aide alimentaire. Parce que le grand problème autour de l'aide humanitaire et de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza, c'est que très souvent, le Hamas et ses miliciens, ses terroristes parviennent à s'accaparer les cargaisons d'aide humanitaire qui sont destinées à la population civile de la bande de Gaza. Donc, il était question qu'un mécanisme puisse se constituer avec effectivement un dispositif, avec effectivement des représentants de pays arabes modérés. On pensait aux Émirats arabes unis, on pensait à l'Égypte, qui pourraient assurer eux-mêmes la distribution de l'aide humanitaire dans un premier temps, et puis ensuite participer avec d'autres éléments arabes, notamment avec des Palestiniens, et des Gazaouis non affiliés au Hamas, pourraient peut-être assurer une transition du pouvoir. Tout ça, c'est pour le jour d'après. La question est donc le jour d'après le Hamas, en effet, puisque tant que le Hamas garde ses capacités, ce sera difficile à envisager. Le problème, c'est que on peut également prendre la question d'une manière tout à fait inversée, dans la mesure où tant qu'il n'y a pas de dispositif qui pourrait concurrencer le Hamas en termes de la gestion civile, l'aide humanitaire et la gestion de la vie quotidienne des Gazaouis, tant que le seul organisme qui soit capable de le faire dans la bande de Gaza et le Hamas, ça pose un véritable problème, et pas uniquement pour les Palestiniens de la bande de Gaza, mais avant tout pour Israël. Donc l'idée, c'est de couper l'herbe sous le pied du Hamas, de faire en sorte qu'il y ait une autre administration qui ne soit pas affiliée au Hamas et qui puisse, encore une fois, gérer le plus possible la vie civile dans la bande de Gaza. Donc, d'une certaine manière, le jour d'après, il est déjà aujourd'hui.
Lutter contre le Hamas, c'est peut-être aussi, c'est en tout cas ce que semblent considérer certains dirigeants israéliens, lutter contre le Hamas. C'est pas uniquement lui faire la guerre, et bien évidemment, l'armée israélienne continue à le faire, mais c'est également faire en sorte qu'il ne soit plus en mesure de gérer la bande de Gaza, ou en tout cas qu'il y ait d'autres structures qui puissent le faire à sa place. Puisque sinon, ce sera l'armée israélienne, et l'armée israélienne, bien évidemment, n'a aucun intérêt à se transformer en gestionnaire, en quelque sorte, de la vie civile dans la bande de Gaza. Il y a Oui, là un point véritablement important. mais pourquoi la Cisjordanie? Alors, pour la Parce qu'il est Cisjordanie, question de Gaza et de la Cisjordanie oui, dans alors, cette proposition, ce qui est c'est-à-dire un que, peu gênant. oui, là, ce qui est envisagé, ce n'est pas, bien évidemment, des structures alternatives à celles qui sont déjà en place en Cisjordanie, mais peut-être la perspective à l'avenir, effectivement, si un pouvoir arabe, gazaoui en partie, issu de pays arabes modérés en partie, se met en place dans la bande de Gaza, en espérant bien évidemment que le Hamas soit de plus en plus mis hors d'état de nuire, eh bien, l'idée, c'est que il y ait aussi une espèce de gestion ou d'autorité palestinienne renouvelée, et pas uniquement l'autorité palestinienne, encore une fois, puisque des pays arabes seront mis à contribution, qu'il y ait donc un mécanisme qui soit de pouvoir, qui soit commun à la bande de Gaza et aux zones autonomes palestiniennes de Cisjordanie. Et effectivement, là, on en arrive à des perspectives qui seraient diplomatiques et effectivement, on en arrive, vous l'avez mentionné, à la perspective d'un État palestinien qui serait commun à la bande de Gaza et à la Cisjordanie. Bien évidemment, les Israéliens n'en veulent pas, pour l'instant en tout cas, mais c'est la condition, ou l'une des conditions qui ont été formulées très clairement par les pays arabes modérés, notamment par les Émirats, mais également par l'Arabie saoudite. Ils veulent bien, ils l'ont dit, participer financement, ça coûtera très cher bien évidemment, à la reconstruction de la bande de Gaza et à sa gestion dans la perspective de ce fameux jour d'après, mais à la condition qu'Israël accepte de négocier le principe très hypothétique et sur le long terme de négociation sur l'établissement d'un éventuel État palestinien. Tout cela, bien évidemment, prendra beaucoup de temps et l'état de l'opinion publique israélienne depuis le 7 octobre ne permet pas pour l'instant ce genre de perspective de négociation. On en est encore loin, mais la communauté internationale, c'est-à-dire les alliés occidentaux d'Israël et également les pays arabes modérés avec lesquels Israël a normalisé ses relations ou s'apprêtait à le faire, je pense bien évidemment à l'Arabie saoudite, eh bien, toute la communauté internationale, après la guerre dans la bande de Gaza, et elle commence déjà à le faire, va pousser dans cette direction, celle d'un processus de négociation avec la renaissance de l'idée d'un État palestinien. Effectivement, ça ne correspond pas à l'état actuel de l'opinion publique en Israël, loin s'en faut. Alors, Dror, moi, je voudrais vous ramener au jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 134 otages qui sont retenus depuis le 7 octobre à Gaza. Alors, une nouvelle fois, David Barnea, le chef du Mossad, part en négociation. Depuis plusieurs semaines, il s'est déplacé, il a été au Qatar, il a été en Égypte, il a été à Paris. Au fond, est-ce que la vérité, ce n'est pas que le Hamas, qui à chaque fois refuse tous les accords, veut gagner du temps et qu'il y a à craindre pour la vie de ces 134 otages? Et puis, la question annexe, Dror, c'est mais quel est le jeu pernicieux que joue le Qatar? Alors, il y a beaucoup de questions en une seule. David Barnea, le numéro 1 du Mossad, et Ronen Bar, celui du Shin Bet, ne partent pas aujourd'hui au Caire. C'est une équipe de négociateurs de niveau moins élevé qui, mandaté par Benjamin Netanyahu, part au Caire aujourd'hui pour renouveler les négociations indirectes, qui n'ont jamais véritablement cessé d'ailleurs. Et il est question que dans un second temps, Barnea et Ronen Bar, le numéro 1 du Shin Bet, puissent effectivement les rejoindre.
l'état actuel des négociations, il est difficile à décrire. Ce que l'on sait, et là véritablement il y a un tournant, c'est que au sein du cabinet de guerre, je pense aux personnalités politiques telles que Benny Gantz, Gadi Eisenkot, deux anciens chefs d'état-major qui sont des centristes en quelque sorte, mais également au sein même du Likoud, eh bien, de plus en plus de personnalités persuadées qu'un accord est possible et que Benjamin Netanyahou, en tant que Premier ministre, serait, lui, beaucoup plus sceptique. Il y a donc des divisions qui commencent à s'exprimer de plus en plus ouvertement, des désaccords sur la faisabilité, sur la possibilité de parvenir à un accord. Donc, bien évidemment, le prix à payer pour Israël sera très élevé, mais à un accord qui pourrait permettre la libération, non pas des otages malheureusement, mais d'un certain nombre d'otages. On parle dans un premier temps d'une quarantaine d'otages. Maintenant, bien évidemment, il y a l'intransigeance du Hamas et le fait que le Hamas insiste sur deux points qui sont inacceptables du point de vue d'Israël. Le premier, c'est l'engagement d'Israël à mettre un terme totalement à son effort de guerre contre le Hamas et à retirer ses troupes totalement de la bande de Gaza. Et le deuxième, c'est l'autorisation qui serait faite à ces mêmes populations réfugiées dans le sud de la bande de Gaza de revenir vers le nord de la bande de Gaza. Pour Israël, ce n'est pas acceptable car cela remettra en cause ses acquis sur le terrain. Mais sur ce point-là, sur ce point de l'exigence du Hamas d'un retour partiel ou total des populations civiles vers le nord de la bande de Gaza, il semblerait que certains responsables israéliens, et non des moindres, dans les services de sécurité, dans l'armée, soient prêts à lâcher du lest sur cette question-là, si c'est la dernière pierre d'achoppement qui empêcherait la conclusion d'un accord. Il y aurait là une volonté de faire preuve de davantage de souplesse du point de vue des négociateurs israéliens, mais cette volonté ne serait pas partagée par Benjamin Netanyahou. Ce qui m'amène d'ailleurs à évoquer les événements d'hier soir où les manifestations pour le retour des otages à Tel Aviv et ailleurs également ont pris une ampleur plus grande qu'elles n'avaient auparavant et surtout ont pris une tonalité beaucoup plus dure, radicale et beaucoup plus politique, puisque les représentants des familles d'otages, ou de la plupart des familles d'otages, bien évidemment, elles ne sont pas toutes d'accord, eh bien, ont accusé directement Benjamin Netanyahou d'être à l'origine du blocage des négociations et désormais militent ouvertement pour le départ de Benjamin Netanyahou. C'est un véritable tournant, c'est une politisation, si vous voulez, du combat des familles des otages. Certains observateurs considèrent que cette politisation et cette radicalisation, eh bien, sera contre-productive et ne va pas permettre à ces familles, à ces militants et à ces familles, ces proches d'otages, de parvenir à leur objectif qui est la libération de leurs proches. D'autres considèrent que l'exaspération de ce côté-là est si grande que ces familles n'avaient pas d'autre choix. Et il y a un certain nombre d'Israéliens qui considèrent effectivement que Benjamin Netanyahou, qu'il n'est pas dans l'intérêt politique de Benjamin Netanyahou de parvenir à un accord. Et on a vu tout à l'heure que le gouvernement et les services de sécurité israéliens étaient eux-mêmes divisés sur cette question. Reste à savoir encore une fois, puisque pour lancer un tango, il faut être deux, si le Hamas est prêt, lui, à lâcher du lest et à assouplir ses positions. Pour l'instant, on n'a pas véritablement d'indications qui vont dans cette direction-là. Donc voilà où on en est sur ces négociations, mais véritablement, on assiste à un tournant dans le discours, les modalités d'action des militants en faveur de la libération des otages, et il y a des désaccords qui semblent eh bien diviser véritablement le gouvernement, le cabinet de guerre et les services de sécurité sur la possibilité ou non de parvenir à un accord. Alors, donc, vous avez évoqué ces manifestations monstres hier avec plus de 30 interpellations de la police sur les manifestants. Moi, je voudrais vous poser cette question qui est très simple. Est-ce que Israël a vraiment la main sur les négociations de libération des otages en dehors de cette possibilité d'aller les chercher
par la pression militaire, parce que on se rend compte aujourd'hui que finalement les différents signaux des différentes diplomaties étrangères montrent que le Hamas a tous les moyens aujourd'hui d'imposer des choses impossibles pour Israël et et joue aussi avec la rue israélienne. Le Hamas est en train de rentrer dans la vie israélienne politique. Quel est votre avis et quelle est votre analyse très précise sur cet événement? Alors, d'une part, je me rends compte que j'ai pas tout à fait répondu à la question de Fahim sur le rôle du Qatar. Alors, avant de répondre à votre question, certes, je vais essayer d'y répondre brièvement. Le Qatar, effectivement, joue un double jeu, manifestement, parce que, bon, vous savez, il y a deux pays médiateurs, c'est-à-dire deux pays qui font la navette, en quelque sorte, entre Israël et le Hamas, qui sont en contact avec le Hamas et avec Israël, c'est l'Égypte et le Qatar. La grande différence, c'est que le régime égyptien d'Al-Sisi est un ennemi idéologique du Hamas, alors que le Qatar, non seulement ce n'est pas un ennemi idéologique du Hamas, mais c'est le bailleur de fonds du Hamas. Il n'a cessé de le financer au cours de ces dernières années, et idéologiquement, il est proche du Hamas. Hein, c'est la mouvance des frères musulmans. Mais Israël maintient un dialogue constant avec le Qatar, dont on connaît l'ambiguïté, dont on connaît l'influence qu'il exerce dans de nombreux pays occidentaux à travers ce qu'on appelle le soft power, et son investissement dans le sport, dans les médias. Tout cela est très connu. Mais tant qu'on a un acteur aussi clé au Moyen-Orient, le Qatar, donc, dont l'intérêt est le maintien, la survie du Hamas comme force politique, terroriste et militaire, on ne sera pas sorti de l'auberge. Le problème, c'est que c'est un État, vous le savez, qui est absolument richissime. Donc il y a là effectivement un point faible dans la conception de ce que pourrait être l'avenir de la région une fois le Hamas écarté du pouvoir, c'est l'influence délétère du Qatar, à moins que les puissances occidentales ne parviennent à convaincre le Qatar que soutenir le Hamas, ce qui n'est pas du tout dans son intérêt. Mais effectivement, c'est un jeu très trouble auquel se livre le Qatar. Maintenant, pour essayer de répondre à votre question, Serge, c'est une question difficile. Effectivement, le Hamas est passé maître dans l'art de la guerre psychologique, joue avec les faiblesses de la société israélienne, c'est incontestable. Mais comme toute démocratie, la société israélienne est divisée sur la conception de ce qu'est ou de ce que devrait être la gestion de cette crise. Pour beaucoup d'Israéliens, le prix à payer, aussi élevé soit-il, doit être payé dans la mesure où si les otages ne sont pas libérés ou si les otages ne sont restitués que morts, eh bien, le prix là que paiera la société israélienne en termes de traumatisme, en termes de rapport entre les citoyens israéliens et leurs institutions, de manque de confiance entre les citoyens et leurs institutions, puisque le premier devoir d'un État, c'est de protéger la vie de ses civils, eh bien, ce prix sera extrêmement élevé, peut-être davantage encore sur le long terme que le prix qu'Israël devra payer en termes de libération de terroristes, en termes d'instauration d'une période de trêve, en d'autres termes, et désolé de cette répétition, eh bien, en termes de réponse et de satisfaction aux exigences actuelles du Hamas. Il y a une différence dans le temps, dans la gestion du temps, dans la perception du temps entre l'effort de guerre mené par le Hamas et la nécessité de tout faire pour libérer les otages, parce que chaque jour qui passe, et malheureusement les témoignages qui parviennent de plus en plus, qui nous parviennent de plus en plus, parce que certains anciens otages ont le courage de témoigner dans les médias et de témoigner de leurs conditions absolument effroyables de détention, des sévices sexuels que certaines anciennes otages ont subis en captivité. Tout cela convainc un grand nombre d'Israéliens que chaque jour qui passe met en danger la vie ou l'intégrité physique et morale des otages qui sont encore entre les mains du Hamas. Et donc il y a urgence de ce point de vue-là. L'effort de guerre contre le Hamas, chacun sait que c'est un effort qui va s'inscrire sur le long terme, cet effort ne prendra pas fin ni dans les semaines, ni dans les mois, ni probablement dans les années qui viennent. Bien évidemment, ce sera modulé. Il y aura des phases de différentes intensités
dans la lutte qu'Israël mènera contre le Hamas, contre le terrorisme en général. Il ne faut pas oublier le Hezbollah au nord, mais c'est une guerre qui sera menée, encore une fois, sur le long terme. Et on ne peut pas parler avec cette notion de long terme lorsque l'on évoque le sort des otages. Là, il y a véritablement urgence. C'est la raison pour laquelle de très nombreux Israéliens font pression sur le gouvernement pour que tout soit fait en faveur de la libération des otages. Et d'autres Israéliens ne sont pas du tout convaincus de ce que je viens de dire et considèrent au contraire que céder et c'est un argument qui est tout à fait, qu'on peut entendre tout à fait, que céder aux exigences du Hamas, c'est-à-dire c'est encourager le terrorisme, c'est encourager de futurs massacres et de futures prises d'otages. Le dilemme, il est bien évidemment terrible. Et quelle que soit la décision qui sera prise par les responsables israéliens, ce sera une décision extrêmement difficile. Alors, Dror, une dernière question. Est-ce que la guerre avec le Hezbollah est inévitable? Oui, alors, écoutez, dans les premiers temps de la guerre contre le Hamas, la plupart des... désolé, il y a beaucoup de bruit autour de moi maintenant, mais j'espère que vous m'entendez. La plupart des experts que j'ai eu l'occasion, des experts sécuritaires que j'ai eu l'occasion d'interroger, considéraient qu'il était inéluctable de mener une guerre véritable contre le Hezbollah au Liban. Aujourd'hui, on a l'impression, lorsque l'on lit et entend certains responsables des forces de sécurité israéliennes, que les choses ont évolué dans la mesure où personne au Moyen-Orient, ni du côté d'Israël, ni du côté du Hezbollah, n'a véritablement intérêt à qu'une guerre en bonne et due forme soit menée contre Hezbollah. Cela dit, l'armée sera activement... On ne vous entend plus, Dror. Oui, il faut dire que Dror est actuellement, je reconnais le lieu, en train de gagner les studios. Voilà, Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. On est avec vous. Oui. Voilà. Donc il y a les ordres de mobilisation qui ont été envoyés à de très nombreux réservistes. Le commandement de la région militaire nord a effectué des préparatifs très sérieux dans la perspective éventuelle d'une guerre contre le Hezbollah. Donc l'armée israélienne s'y prépare activement. C'est un scénario qui n'est pas à prendre à la légère. Vous savez que les missiles dont dispose le Hezbollah sont autrement plus nombreux et plus performants, plus meurtriers, plus précis malheureusement que ceux dont disposait le Hamas. Ce serait donc une guerre qui serait une guerre, je ne sais pas quel temps employer, le figure au conditionnel, particulièrement rude, y compris pour les populations civiles israéliennes. Il faut avoir cette dimension en tête, étant donné que, encore une fois, l'arsenal de missiles dont dispose le Hezbollah est tout à fait conséquent et malheureusement tout à fait précis. Et un autre élément de l'équation qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'habitants de la frontière nord, des habitants des kibbutzim, des moshavim et des petites villes qui sont établis le long de la frontière avec le Liban, qui depuis plusieurs mois ont dû évacuer leur ville, leurs habitations. Ce sont des exilés de l'intérieur en quelque sorte, et ils ne cessent de demander aux autorités une date qui pourrait leur permettre de se projeter dans l'avenir. Quand pourront-ils rentrer chez eux, tout simplement? Quand la menace constituée par le Hezbollah sera écartée, comment sera-t-elle écartée? Par la voie de la diplomatie ou par la voie de la guerre? C'est une question à laquelle peu de gens peuvent répondre à l'heure actuelle. Ce qui est certain, c'est que le Hezbollah a subi des coups et des coups importants. Il n'a pas intérêt à rentrer en guerre contre Israël, mais Israël ne veut pas se contenter d'une situation où la menace qu'il représente potentiellement
n'est pas écarté pour les habitants de la frontière israélo-libanaise. C'est une question extrêmement délicate. Des efforts diplomatiques ont été déployés par les États-Unis, par la France, dont on sait qu'elle entretient des relations privilégiées avec le Liban. Ces efforts diplomatiques n'ont pas abouti, n'ont pas donné grand-chose à l'heure où nous parlons. Et ce qu'il faut désespérer en quelque sorte et croire en la facilité, au caractère inéluctable, pardon, de cette guerre contre le Hezbollah. Les avis sont partagés en Israël. Il y a certains développements, certaines informations qui sont confidentielles et qui sont liées à la situation avec le Liban. Ce qui est certain également, c'est que tant que la guerre ou l'opération militaire se poursuit contre le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah continuera à tirer ses missiles anti-tank sur le nord du pays. Si une période de trêve est instaurée dans le cadre d'un éventuel accord permettant la libération d'une partie des otages, en principe, le Hezbollah mettra un terme à ces tirs. Mais encore une fois, pour Israël, ce sera loin d'être suffisant. Pour les habitants du nord du pays, ce sera loin d'être suffisant. Il faudra des garanties sérieuses sur la sécurité des habitants du nord du pays s'ils doivent revenir dans leurs habitations. D'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui considèrent que le fait d'avoir fait évacuer les localités du nord du pays a constitué une erreur qui a rendu possible en quelque sorte les salves de roquettes et de missiles tirés par le Hezbollah. Si le Hezbollah savait que les populations civiles israéliennes étaient restées sur place, il n'aurait peut-être pas osé tirer autant et sur une période aussi longue sur le nord du pays parce que dans ces conditions, la riposte israélienne aurait été autrement plus cinglante que celle à laquelle on a assisté et qui a déjà été très, très sévère puisque le Hezbollah a perdu plus d'une centaine de ses miliciens. Merci Dror Reven Sapir pour votre analyse. Merci de votre disponibilité en tout cas pour Israël Le Mag et Radio Kol Aviv. Nous vous disons à bientôt sur les ondes du 101 FM, la fréquence juive de Toulouse et nous souhaitons de belles fêtes de Pessah puisqu'on n'aura pas l'occasion peut-être de se voir avant. Voilà, maintenant nous allons faire une petite pause musicale. Oui? Oui, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, une petite pause musicale et nous avons vice-président du CRIF, nouvellement élu en tout cas, et fraîchement élu mardi dernier.
Voilà, nous revenons en plateau pour accueillir notre invité. Voilà, nous revenons en plateau pour accueillir notre nouvelle invitée, Nathalie Bizerman, que je salue. Bonjour Nathalie. Bonjour Radio Calavive, merci de m'accueillir. Voilà, je voulais vous dire que vous êtes la nouvelle vice-présidente du CRIF. Pour la première fois, en tout cas, il y a une vice-présidente du CRIF. Vous avez été fraîchement élue mardi dernier, je crois. Absolument. Voilà, avec vous, on va essayer de parler un peu de cette... On parle souvent de l'importation du conflit du moyen israélo-palestinien en Europe et notamment dans notre pays, la France. Et moi, je dis aujourd'hui que finalement, c'est plus une importation du conflit parce qu'on est vraiment dans le conflit. La communauté juive est vraiment dans le conflit. Les Juifs de France sont vraiment dans le conflit puisque on le voit bien sur les réseaux sociaux, dans les médias, on voit bien cette agression permanente des Juifs et de l'État d'Israël, en tout cas cette délégitimation de l'État d'Israël, et notamment aussi dans les facultés, et on l'a vu dernièrement à Sciences Po. Quelle est votre analyse, en tout cas, de cette gestion de ce conflit qui est là, dans notre pays, vraiment très ancré? Alors, tout d'abord, je veux dire que vous avez entièrement raison. En tant que Juifs français, on est assigné à répondre de la situation au Proche-Orient. Et ça n'est pas que depuis le 7 octobre, ça l'a toujours été. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose en Israël, des intifadas successives, le pogrom du 7 octobre s'est exacerbé, c'est d'ailleurs très paradoxal. Il y a eu un pogrom le samedi 7 octobre, et immédiatement après, on a assisté à une augmentation des actes antisémites en France. Ça aurait dû être le contraire. Non, la situation s'est inversée, les actes antisémites ont implosé. Comment on peut analyser ou expliquer la chose? C'est que les Juifs souffrent déjà en France aujourd'hui, ils souffrent, ils sont en colère, la période est très compliquée pour eux. Les Juifs ont toujours été coupables, quoi qu'il arrive. Alors, évidemment, encore plus avec le conflit au Proche-Orient, mais quoi qu'il arrive, les Juifs sont habitués à cette litanie pernicieuse qui est très difficile à supporter. Actuellement, l'accusation de génocide, elle est terrible. Elle est terrible. Jean-Luc Mélenchon a parlé hier à un meeting à Créteil. Il a accusé effectivement encore une fois les Israéliens, les Juifs, les Israéliens on va dire, parce qu'il veut absolument faire la différence, de génocide, d'affamer la population gazaoui, de nettoyage ethnique, et il a terminé en disant que Tsahal était l'armée la plus immorale du monde. Et ça, pour tous les Juifs de France, quelle que soit leur opinion politique, c'est une accusation qui est terrible. Donc, comment lutter contre ça en tant que CRIF? Le CRIF, notre héritage, c'est l'esprit de résistance. Donc, évidemment, on va continuer à lutter contre l'antisémitisme, à parler le plus possible avec nos corréligionnaires de la communauté juive qui, parfois, quelle que soit leur tendance politique, trouvent qu'ils sont bien représentés ou mal représentés par le CRIF. Nous, on a une colonne vertébrale au CRIF. On colle à nos valeurs de justice et d'émancipation, de juifs bien ancrés dans la République, et on va continuer le plus possible. Et moi, en tant que vice-présidente, je soutiendrai notre président sur cette ligne, à lutter contre ces préjugés, contre cet antisémitisme grandissant en France. Alors Nathalie, est-ce que le CRIF est audible? Parce que les Juifs, c'est moins de 1% de la population française. Depuis le 7 octobre, à part quelques exceptions qu'on pourrait citer ensemble, il y a peu d'hommes politiques, il y a peu de leaders d'opinion qui sont aux côtés des Juifs. Les Juifs ont peur, il y a les incidents à Sciences Po et dans d'autres universités. Il y a aussi des tas de récits qui nous viennent d'écoles où les parents tremblent pour leurs enfants qui sont dans des écoles laïques. Il y a
une augmentation en flèche du nombre de dossiers d'Alia qui viennent de s'ouvrir. Alors, concrètement, j'ai envie de vous dire que au-delà des communiqués, au-delà des tweets, au-delà des contacts avec la classe politique, qu'est-ce que concrètement peut faire le CRIF? Depuis le 7 octobre, déjà avant, mais depuis le 7 octobre, vous avez raison, Raïm, on doit on doit envoyer un message d'action. C'est vrai qu'il y a les tweets, il y a les communiqués, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Ce que souvent les gens reprochent au CRIF, c'est des actions. Mais le CRIF n'a pas vocation à descendre dans la rue. Le CRIF a effectivement pour vocation à intervenir auprès des leaders d'opinion. Depuis le 7 octobre, le CRIF a organisé déjà 4 voyages. D'autres en ont organisé aussi, mais le CRIF en a organisé 4 pour emmener justement des leaders d'opinion en Israël, pour visiter les kibboutz, pour rencontrer des personnalités politiques. Il est vrai que si ces leaders d'opinion, dès le départ, nous font l'amitié, en quelque sorte, de participer à un voyage en Israël, ils sont pas pour autant au fait de la réalité israélienne. On a eu dans plusieurs voyages des grands amis de la cause, et on a eu aussi des élus, des groupes ELV, du Parti socialiste, évidemment, euh, selon la ligne du CRIF dont on pourra parler tout à l'heure, il ne viendrait pas, on n'a pas de leader de la LFI ou du Rassemblement national, mais en tout cas, les leaders d'opinion, les leaders d'opinion que nous emmenons avec nous en Israël se font ensuite les relais quand ils reviennent en Israël, par des tribunes dans la presse. Ils sont en quelque sorte nos ambassadeurs et nos porte-paroles. Et ça, c'est un des travaux de fond qu'accomplit le CRIF. Pour répondre à votre question sur le climat dans les universités, dans l'école, comme l'a dit Roger Kuckerman il y a quelques années à un dîner du CRIF, ou en dehors d'un dîner, c'est lui, je crois, qui a prononcé cette phrase, les Juifs sont les sentinelles de la République. C'est vrai que quand on attaque les Juifs, on attaque la République et ça n'a pas manqué. Il y a un réel recul de la laïcité dans les écoles, dans les universités. On voit ce qui s'est passé avec Sciences Po. Ça gangrène également les autres universités. On se croirait presque dans les universités américaines. Et il y a un climat délétère pour les étudiants, pour les écoliers, du fait de la situation au Proche-Orient. Et ça, c'est pas admissible. Il y a une prise de conscience de la République, mais il y a aussi un constat d'échec. Peut-être que cette prise de conscience, elle arrive trop tard. Donc nous, le CRIF, nous devons de soutenir les étudiants, les personnes, les Juifs qui vivent dans des communes, dans des lieux difficiles. Il y a de moins en moins de Juifs en Seine-Saint-Denis, mais nous les soutenons grâce à un dialogue avec les pouvoirs publics et politiques. Et les voyages en Israël, effectivement, pour revenir sur cette première question, font partie de nos actions. Alors Nathalie, il faudrait peut-être rappeler à ces hommes politiques que vous amenez en Israël et qui sont convaincus de ce qu'ils ont vu par rapport à la monstruosité de l'attaque du 7 octobre. Il faudrait peut-être leur dire que les sondages montrent que quand même en France, on reste toujours autour de 60% des Français qui sont en accord avec la réponse israélienne, pour justement ne pas avoir peur d'aller affronter leur mandat dans les urnes. Moi, ce que je voulais vous poser comme question maintenant, c'est toutes ces manifestations qui étaient des manifestations au début pro-palestiniennes, gentilles au départ, je vais dire gentilles, mais c'est un euphémisme. Mais surtout aujourd'hui, maintenant, ces manifestations sont clairement pro-Hamas. Et comment on peut accepter ce genre de choses lorsqu'on sait que le Hamas est une organisation terroriste et qu'il y a des gens qui manifestent dans les rues en France en soutenant un mouvement terroriste? Comment on peut accepter quand on est vice-président du CRIF?
déjà, cette qualification d'organisation terroriste, vous avez raison, ces gens qui manifestent ne qualifient pas le Hamas d'organisation terroriste. Alors que, effectivement, attaquer des civils, euh, prendre en otage des civils, tout ça répond à la définition d'une organisation terroriste. Il y a une montée en puissance dans les manifestations qui ont lieu en faveur de Gaza. Il y a une montée en puissance. Il y a une manifestation qui s'est tenue hier. Bon, on a entendu jusqu'à présent de la mer au Jourdain, la Palestine doit être libre. Donc on sait très bien ce que ça veut dire. C'est rayer Israël de la carte. Hier, j'ai entendu, j'ai vu des vidéos d'une manifestation pro-palestinienne qui s'est tenue où on appelle à la troisième intifada. Ça veut dire que effectivement, il y a des appels au meurtre d'Israéliens. Le CRIF ne peut pas empêcher ces manifestations. C'est évidemment la responsabilité de l'État, du préfet, d'empêcher ces manifestations. Mais là, on voit bien, encore une fois, qu'il y a un recul de l'autorité, puisque en dépit de l'interdiction de ces manifestations, elles se tiennent quand même. Vous avez dit à juste titre que si on se fie au sondage, et on a réalisé déjà depuis le 7 octobre 2 sondages, l'opinion publique reste aux environs de 60-65% en faveur de l'opération israélienne à Gaza. Le temps joue contre nous, les images jouent contre nous, puisque évidemment, plus on parle de famine, plus on parle de nombre de milliers de morts, qui sont les chiffres et les informations du ministère de la Santé du Hamas, plus on parle de cela, effectivement, et plus l'opinion publique risque de s'affaiblir, les opinions positives risquent de s'affaiblir. Pour autant, je pense qu'effectivement, il y a une position clientéliste de la France insoumise qui joue sur le rôle, sur l'électorat musulman pour soutenir et pour appeler à une attitude vraiment antisémite. Quand on entend dans ces manifestations toutes les accusations à l'égard d'Israël, et notamment dire que Tsahal est l'armée la moins morale du monde, c'est une position clientéliste, mais qui reste quand même minoritaire. Alors Nathalie, il y a 2 semaines, le président de la République a organisé à l'Élysée une réception pour célébrer les 80 ans de la fondation du CRIF, qui, vous l'avez souligné, a été créée pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah, qui est avant tout un mouvement historiquement de résistance. Alors, dans son intervention, Emmanuel Macron a à la fois indiqué que la France se mobilisait pour obtenir la libération de tous les otages. Il a également réaffirmé sa volonté de lutter contre l'antisémitisme, mais 3 jours après vous avoir reçu à l'Élysée, dans un entretien téléphonique qu'il a eu avec le Premier ministre Netanyahou, il a déclaré que si Tsahal menait une opération à Rafia, ça serait un crime contre l'humanité. Et le 12 novembre, il n'a pas jugé bon de manifester contre l'antisémitisme. Vous n'êtes pas un petit peu gêné par son positionnement? Bien sûr, Raïm, on est très gêné par ce positionnement. Fêter les 80 ans, célébrer les 80 ans du CRIF en étant invité à l'Élysée, on avait célébré les 50 ans, les 60 ans, les 70 ans, et cette année les 80 ans. C'est un geste d'amitié envers le CRIF, envers la communauté juive, mais pour autant, ça n'efface pas les désaccords que nous avons. Et nous en avons, effectivement, pour relater cet anniversaire célébré à l'Élysée et le lendemain, les positions, les déclarations du président de la République. Évidemment, ça nous fâche, ça nous dérange et le 6 mai prochain aura lieu le dîner du CRIF. Effectivement, ça ne sera pas le président de la République qui viendra
faire son discours et ce sera le Premier ministre Gabriel Attal, dans la lignée d'ailleurs, non, c'était comme ça à l'origine, hein, c'est le président Sarkozy qui avait changé la donne. Donc nous recevrons le Premier ministre Gabriel Attal, avec lequel notre président Jonathan Arfi a déjà eu des échanges et nous sommes assez confiants et optimistes sur les positions du Premier ministre. Merci Nathalie Weserman pour votre intervention, merci pour votre analyse et encore Mazel Tov pour votre élection et nous vous disons peut-être à bientôt sur les ondes de Kol Aviv et dans Israël le Mag. Voilà, nous allons faire une petite pause musicale et nous reviendrons en plateau avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Merci. Merci. Immédiat, donc je parle de résolution Conseil de sécurité, et puis quand à son tour les États-Unis ont voulu faire ce même type de proposition, eh bien ce sont les Chinois et les Russes qui les ont bloqués. Donc si vous voulez, il y a un jeu vraiment absurde. On sait déjà que l'ONU est un endroit qui ne sert pas à grand-chose, mais là c'est vraiment au-delà de la caricature. L'ONU est vraiment le machin, comme disait le président, le général de Gaulle. Oui, absolument. Écoutez, je pense que Il avait raison. ça sert strictement à rien. Et puis, ce que l'on note, c'est que sous la direction de son secrétaire général actuel, qui n'a pas voulu qualifier immédiatement de génocide le massacre du 7 octobre, eh bien, l'ONU, où depuis très longtemps il y a une majorité anti-israélienne, eh bien, continue de plus en plus, et c'est vraiment le genre d'appareil complètement inutile. Et puis je rappelle quand même, il faut quand même le rappeler, que l'ONU a plusieurs agences. L'une d'entre elles, c'est l'UNRWA, donc qui ne fait pas le travail que vous savez auprès des Palestiniens. Et là, on atteint vraiment l'absurdité, parce que c'est une organisation qui a été créée en 1949 pour venir en aide aux réfugiés, et là on peut discuter aux réfugiés palestiniens qui avaient quitté la Palestine mandataire en 48-49, et là on est réfugié de père en fils, ce qui est complètement fou. Et puis je le rappelle aussi que il y a une autre commission qui s'appelle la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui siège, elle, à Genève, et dont le président, c'est un pays extrêmement démocratique qui s'appelle l'Iran, avec l'Arabie Saoudite et toute une autre série, si vous voulez, de pays qui ne respectent absolument pas ni les droits de l'homme, ni la démocratie. Donc c'est vraiment le machin absurde. Et puis, comme vous le savez, Serge, on l'a mentionné, la France, elle, s'apprête, elle aussi, à mettre en place ou à proposer, peut-être demain, à son tour, une résolution. Oui, revenir aussi sur le fait que ni l'Assemblée générale des Nations unies, ni même le Conseil de sécurité n'a condamné l'action terroriste du Hamas du 7 octobre. C'est quand même important. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de condamnation officielle. On est bien d'accord, Raïm? Oui, absolument. Tout ça, C'est un truc énorme. Oui, et puis, si on peut continuer en disant que, comme vous le savez, il y a des pseudo-casques bleus qui sont à la frontière entre le Liban et Israël. Ils sont là, je dirais, pour regarder le Hezbollah tirer sur Israël, qui ne servent à rien. Donc, si vous voulez, c'est même pas un machin, c'est un truc débile, l'ONU. Il n'a vraiment aucune importance. Aucune importance. Alors, on reviendra pas sur le programme et les questions qu'on avait voulu poser à Yehuda Lankri, qu'il n'arrive pas à se connecter, en tout cas. Oui, alors, si Peut-être, vous Raïm. me permettez, je vais essayer de vous quitter quelques secondes pour essayer de le contacter, de lui demander d'ouvrir son micro. Oui, voilà. Et voilà. Et nous reviendrons sur les différents thèmes que nous devons aborder avec Yehuda Lankri. Et on va faire une petite pause musicale très rapide en essayant de le connecter à notre réseau et à notre vidéo YouTube.
Exactement. Écoutez, essayez d'ouvrir, là, je sais pas. Ouais. Oui, mais je t'entends au téléphone. Non, 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 parce que si tu veux, ce qui apparaît, c'est que tu sais, il y a le petit machin rouge qui indique que ton micro est fermé. Donc, écoute, 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 appuie avec force sur ton pion pour que tu euh, bon, oui, mais alors écoute, écoute, tu prends le crayon et puis tu réponds, tu sais, comme dans les films. Oui, non, oui, non. C'est, c'est bon. Oui, oui, alors écoute, je crois que si, ouais, alors, mais là aussi, écoute, parce que moi, je me sens aussi, même si on le fait par audio, tu vois, c'est. Ah, ah, ouais. Bon, écoute, moi, j'ai mis ça en coup de l'eau. Euh, bon, ouais. Non, non, mais écoute, on n'est pas fâchés. Écoute, donc, écoute, la semaine passée, c'est la même chose avec écoute, n'assiste pas, regarde, c'est pas la peine. T'embête pas. On fera ça une autre fois. Hein. Ok. Moi aussi, allez, je t'embrasse à très vite. À bientôt. Bye.
Laurent Bornal fasse se connecter. Donc, rappelle Serge, on va terminer les deux. Voilà, nous avons réussi à avoir Yehuda Lankri, mais nous l'aurons que par téléphone, et donc même pas, non? Non, pas du tout. Voilà, donc est-ce que nous avons Yehuda Oui, Lankri? Chaim, vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Voilà, donc nous allons parler avec Chaim. Yehuda Lankri n'arrive pas à se connecter. Alors peut-être avec vous revenir sur cette notion de la proposition, de la motion de la France, en tout cas en préparation, avec de suite la création d'un État palestinien et sa reconnaissance. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui? Est-ce que c'est la problématique d'aujourd'hui? Alors écoutez, ça semble complètement absurde parce que il faut quand même rappeler que le Hamas a agressé, a attaqué Israël le 7 octobre et nous sommes dans une guerre. Et je rappelle à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent sur YouTube que depuis la création de l'État d'Israël 1948, c'est la 12e guerre que doit mener Israël pour sa défense et sa survie. Donc on est en pleine guerre. Et puis, on ne comprend pas comment on pourrait créer un État palestinien avec d'un côté une enclave terroriste qui est constituée par le Hamas, et puis de l'autre côté avec Mahmoud Abbas, Abou Mazen, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui est le chef d'une autorité palestinienne qui continue à financer les familles des terroristes qui sont en prison en Israël, qui ont été éliminés par Tsahal. Donc, si vous voulez, c'est la question qui a été posée depuis des années par toute une série de premiers ministres israéliens. Il n'y a pas d'interlocuteur du côté palestinien. Et comment peut-on imaginer créer un État palestinien avec, je dirais d'un côté, donc, je le répète, Gaza, enclave terroriste, et puis Mahmoud Abbas, Abou Mazen, qui ne vaut pas mieux. Alors, il y avait aussi ce non-veto des États-Unis sur une motion demandant, alors, et là il faut être précis sur les termes, la définition c'était un cessez-le-feu durant le Ramadan et la libération de tous les otages sans condition. Ce et montrait quand même une certaine concomitance entre les deux événements, c'est-à-dire que de prendre des otages et la réponse israélienne dans le droit international par rapport au pogrom du 7 octobre nous paraissait en tout cas un petit peu gênant. Et même si la relation entre Israël et les États-Unis n'ont pas bougé, bien entendu, il y a toujours cette force très intéressante entre Israël et les États-Unis. La preuve, c'est que des F-35 vont être livrés à Israël par l'administration Biden. Mais on pourrait penser que de mettre au même niveau, en tout cas, la restitution des otages et donc le kidnapping et le pogrom du 7 octobre avec l'action militaire de réponse israélienne à ce pogrom dans le droit international, puisqu'il y a ici une gestion de la population israélienne par son gouvernement, c'est le droit international pour faire une guerre. On n'a pas compris très bien pourquoi les États-Unis n'ont pas mis leur veto, d'autant plus que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Chaim, et très justement, les Russes, comme les Chinois, restent toujours sur la position, et lorsqu'on parle de restitution des otages, ils mettent automatiquement leur veto.
Et ça donne un petit signal quand même à l'opinion internationale, notamment au Hamas qui fait de la surenchère régulière et reste sur ses positions et campe sur ses positions pour justement gagner du temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, alors je crois que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est un mauvais signal qu'ont envoyé les États-Unis parce qu'il semblerait se détacher d'Israël, ce qui n'est pas vrai, puisque vous l'avez indiqué, on a appris qu'effectivement des avions de chasse et 2000 bombes lourdes vont être livrées à Israël, mais vous savez, on se moque aussi des gens, parce que depuis quelque temps, on nous dit il faudrait que Israël respecte le Ramadan. Je voudrais quand même faire un tout petit rappel historique qui est, vous savez, 1973, 6 octobre 73, les pays arabes attaquent Israël le jour le plus sacré dans le calendrier juif, qui est le jour du Yom Kippour. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on était en plein Ramadan. Donc, vous voyez, moi, je ne peux pas entendre des choses pareilles. Tout à fait, cette notion de Ramadan dans la motion qui a été votée par le Conseil de sécurité est un peu surprenante. Alors, je voulais revenir avec vous sur les relations entre Biden et Netanyahou. Alors, c'est vrai que c'est pas le grand amour. Biden et Israël, oui, mais Biden-Netanyahou, non. Oui, alors c'est assez compliqué à mesurer parce que, bon, tout d'abord, je dirais que ce qui est très important, c'est qu'ils se comprennent. Parce que, comme vous le savez, Netanyahou a vécu aux États-Unis et parle un excellent américain. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, je dirais, dans leur langage. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le 4 novembre 2024. Et le 4 novembre 2024, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis. Et comme Biden voit qu'il est lâché par une partie de son électorat démocrate qui penche de plus en plus à gauche vis-à-vis des Palestiniens, on a tous en tête, bien évidemment, toutes ces manifestations odieuses dans les universités américaines. Alors il pense qu'il doit lâcher un petit peu de l'Est. Et en même temps, vous avez observé que la semaine dernière, Yoav Gallant, le ministre de la Défense, était aux États-Unis, qu'il y a 3 semaines, c'était Benny Gantz. Donc, d'une certaine façon, je crois que les deux s'agacent, mais en réalité, il n'y a pas de remise en cause, je dirais, de la relation d'alliance entre Israël et les États-Unis. Alors après, il y a un élément important, c'est justement, vous l'avez évoqué, l'élection aux États-Unis, Trump, Biden. Est-ce que ça changerait quelque chose quant à la politique? On sait que Trump est quelqu'un d'imprévisible, mais qui peut être bien comme il peut être pire. Oui, alors écoutez, vous avez tout à fait raison. Alors, Donald Trump, il faut quand même lui rendre hommage parce que vous savez, on a souvent tendance à oublier les choses. Alors, Donald Trump, c'est quand même l'homme qui est entré dans l'histoire parce qu'il a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Il l'a fait entrer, il a transféré son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et comme vous le savez, il a reconnu également, je dirais, le statut du Golan par rapport à Israël. Donc, il a fait des choses. Alors, bien sûr qu'il est imprévisible. Vous savez que, comme c'est quelqu'un qui est assez imprévisible et susceptible, il en a voulu à Netanyahou d'avoir félicité Biden lorsque Biden a été élu, mais vous savez, c'est la tradition diplomatique, etc. Alors, on n'en sait rien. Moi, j'ai envie de vous dire que avec Trump qui pourrait revenir, on pourrait avoir des surprises, mais je suis incapable de vous dire lesquelles. D'autant plus que, vous savez avant le 7 octobre, on parlait énormément de la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, mais il ne faut pas oublier, et c'est à mettre également au crédit de Donald Trump et de son administration, que Trump a joué un rôle fondamental
dans la mise en place des accords d'Abraham. Oui, voilà. Donc tout ça est à mettre dans la balance, mais on ne peut pas décider pour les Américains. C'est eux qui décideront donc ce 4 novembre 2024 pour l'élection de leur président des États-Unis. Voilà, notre émission est terminée. Merci Chaim. Peut-être remercier notre ami Laurent qui a été à la technique. On lui a fait beaucoup de misère ce matin, mais il nous en veut pas, je crois. Absolument pas. Et j'en profite pour rappeler aux auditeurs qu'on pourra réécouter et revoir l'ensemble de l'émission sur YouTube et sur le www.colavive.fr. Voilà, en tout cas, cette émission est terminée. Merci Chaim. Bien, mais écoutez, j'en profite parce que je ne crois pas qu'on va se retrouver à l'antenne pour vous souhaiter déjà Pessar Kacher Vesamer. Bien sûr, Pessar Kacher Vesamer à toute la communauté. Et puis, je voulais vous dire, n'oubliez pas, le 7 avril, le CRIF, la CIT et le Fonds social se réunissent pour une grande journée de solidarité où il y aura des stands, il y aura des stands de bénévolat, des stands d'alimentation, des stands pour Israël en tout cas. Et il y aura une conférence magique, celle de Bernard-Henri Lévy, qui va nous parler de son dernier livre, La solitude, Israël, la solitude. Voilà, donc nous vous demandons d'être très présents, de vous inscrire très rapidement pour cet événement qui doit être un événement totalement réussi pour montrer notre solidarité et notre amour indéfectible pour Israël. Et surtout, il faudra pas oublier de leur dire que même si nous ne vivons pas en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. Nous sommes prêts à nous battre sur tous les domaines. Merci. À bientôt. Pessar Kacher, Pessamer. Colavive 100 FM, la fréquence juive de Toulouse. 11h passées de 20